comment est-ce que les rois Sawa, c'est-à-dire le King Bell et le King Akwa, ont sacrifié et vendu des Camerounais, principalement des Bamileke, pendant la traite négrière aux colons. Nous sommes au XIe siècle. Les musulmans contrôlent les principales routes de commerce entre l'Orient et l'Occident. Les marchands musulmans, intermédiaires obligés entre les marchands européens et les marchands asiatiques, prélèvent de lourdes taxes sur le commerce des épices et de la soierie. Les Européens sont donc à la recherche importante et urgente de nouvelles voies de communication, leur permettant, ou bien qui devraient leur permettre, d'entrer en contact direct avec notamment les Indes à l'époque. C'est dans cette optique qu'une personne passionnée de géographie est convaincue que la Terre est ronde, entre guillemets la Terre est sphérique. On en reviendra. Donc cette personne convaincue que la Terre est ronde se dit qu'elle peut atteindre les Indes en passant plutôt par l'ouest. Cette personne, j'ai nommé Christophe Colomb. Il va de ce fait se rapprocher de la reine d'Espagne de l'époque, la nommée Isabelle Ier de Castille, et de son époux, le roi d'Aragon, Ferdinand II, pour un appui financier. C'est ainsi que le 3 août 1492, Christophe Colomb le Génois quitte l'Espagne à bord de 3 caravelles. Les caravelles, c'était des bateaux à voile de l'époque. La Nina, la Pinta et la Santa Maria, et accompagné de 95 autres marins. Mais surtout, accompagné d'un objet précieux, j'ai nommé la boussole, qui a été inventée en Chine dès l'an 206 avant Jésus-Christ et introduite en Europe en 1300 et mise à jour en 1302 par un certain Flavio Georgien. Cet objet devra les servir de navigation et les orienter pendant tout le périple. Après plus de 2 mois de navigation, plus précisément le 12 octobre 1492, le Génois Christophe Colomb et les 95 autres marins pensent avoir découvert l'Inde, ou bien pensent être en Inde, mais en réalité, ils se trouvent en Amérique. C'est la découverte de l'Amérique. Ah, peut-être, car l'Amérique avait été découverte 500 ans avant. Christophe Colomb par ceux qu'on appelait à l'époque les Vikings, notamment le Groenland. Mais sauf qu'ils avaient découvert et n'ont pas décidé d'explorer. Bref, ils pensent qu'ils ont découvert les Indes et décidé d'appeler notamment les habitants de là les Indiens. Cette terre est riche en ressources, donc il faut l'explorer et l'exploiter. Par conséquent, il faut une main-d'œuvre abondante. Les immigrants européens commencent le travail, puis sont rejoints par les Indiens. Sauf que, dès la fin du XVe siècle, ils sont obligés de se rendre compte d'un manque criard de ressources, car les immigrants européens sont peu nombreux et les Indiens ont été décimés par l'exploitation et les maladies, car n'étant pas habitués à cette zone et à ce climat. Il faut donc trouver des solutions alternatives pour continuer à approvisionner l'Europe en tabac, en sucre, en cacao, entre guillemets, qui dépendent étroitement et fortement de l'exploitation de ces terres-là. Une solution miracle va venir d'où? D'Afrique. Car en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qui existait déjà sur place, l'esclavage, à ne pas confondre avec la traite négrière. Beaucoup confondent les deux thèmes. L'esclavage existait bien avant la traite négrière. On y reviendra aussi. Et a été implanté en Afrique par qui? Par les Portugais, dès 1444, qui venaient acheter des noix sur les côtes africaines pour les exploiter. Donc, dès 1692, en France notamment, le roi de l'époque, Louis XIII, va autoriser la traite des noix. C'est ainsi que des navires, ou ce qu'on appelait des négriers, quittent l'Europe
direction les côtes africaines. Avec quoi? Des marchandises manufacturées, notamment les barres de cuivre. Une fois arrivé sur les côtes africaines, échange ces marchandises contre ce qu'on appelle quoi? Des captifs, qui étaient des noirs des ancêtres. Contre quoi? 8 à 10 barres de cuivre. Ça suffisait pour avoir un captif. Une fois les captifs regroupés, ils devaient prendre la route en passant par quoi? L'océan Atlantique via un voyage plus que périlleux. Ça s'appelle le Beaux-Arts à l'époque forcée. Périlleux pourquoi? Parce que plus de 50% des embarcations périssaient en mer. Le voyage était assez périlleux. Ils arrivent et vendent ces captifs aux colons, au Brésil, aux Antilles, en Amérique du Nord notamment. Puis font quoi? Reviennent en Europe. C'est ce qu'on a appelé quoi? Le commerce triangulaire ou le commerce transatlantique, autant pour moi. En Afrique, les principaux ports de cette négrière, on les connaît. Qui ne connaît pas Gorée au Sénégal, Ouida au Bénin, mais au Cameroun, on a oublié le port de Bimbia, qui représente 10% de toute la traite négrière en Afrique. Mais Paul Biya ne peut pas aménager cela pour que ça nous rapporte des milliards. Allez voir dans quel état se trouve ce port de Bimbia, qui pouvait nous rapporter gros. Et les principaux artisans de cette traite négrière au Cameroun, je l'ai dit en prélude de ce podcast, en introduction, sont les King Bell et King Aqua, qui organisaient de véritables razzias, je dis bien de véritables razzias, pour pouvoir approvisionner des négociants, c'est-à-dire des colons. Et puis, avaient été farouchement opposés à l'abolition de cette traite négrière par les Anglais. Il aura fallu quoi? 3 traités. Je dis bien 3 traités afin qu'ils puissent accepter son abolition. Et en complément, une rançon annuelle. Le vin, le sabre, des uniformes, des trucs comme cela, pour pouvoir imposer leur puissance. Et les principaux, c'était les Bamileke. 60 000 Camerounais ont été déportés entre 1702 et 1802. Je dis bien 60 000 Camerounais, principalement Bamileke, à cause du King Bell et du King Aqua, qui avaient décidé, pour leur bonheur propre, de sacrifier leurs frères camerounais aux colons. Le peuple Sawa devrait demander les excuses publiques au peuple Bamileke. La bonne charité commence par soi-même. On doit commencer par traiter cela en interne avant d'accuser le colon de l'avoir fait. Voilà la réalité. Ce que le peuple camerounais a enduré. Oui.